Bonsoir, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de l'Odyssée d'Homère. J'en étais au chant numéro 3 et au troisième chant. Et c'est l'arrivée à Pylos, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure, après la lecture. Merci encore. À Pylos. Pendant toute la nuit, et même après l'aurore, le navire fit route. Chant 3. Quand le soleil levant monta du lac splendide pour éclairer les dieux au firmament de bronze, ainsi que les mortels sur notre terre au blé, Pylos leur apparut. La ville de Nélée aux solides murailles. Sur la plage, on offrait de noirs taureaux sans tache, en l'honneur de celui qui ébranle le sol, du dieu coiffé d'azur. Sur 9 rangées de bancs siégeaient les Pyliens, 500 hommes par rang, 9 taureaux devant chaque. Ils avaient mis la dent aux premières grillades et faisaient, pour le dieu, brûler les os des cuisses lorsque le fin croiseur accosta droit du large. L'équipage envoya et releva les voiles, puis, en ramant, poussa vers la cale et prit terre. Télémaque à son tour débarqua du vaisseau. Athéna lui montrait la route et la première, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui disait « Télémaque, à présent, tu ne dois plus avoir la moindre fausse honte. Il s'agit de ton père. Tu n'as franchi la mer qu'afin de t'enquérir du sort qu'il a subi, du pays qui le cache. Donc, va droit à Nestor, le dresseur de chevaux, et sachons la pensée qu'il enferme en son cœur. Il faut lui demander de te parler sans feinte. Ne crains pas de mensonge, il est toute sagesse. » Posément, Télémaque la regarda et dit « Mentor, tu veux que j'aille et que moi, je l'aborde? L'habileté des mots, tu sais, n'est pas mon fait. Et c'est le rouge au front qu'un homme de mon âge interroge un ancien. » Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua « Mais des mots, Télémaque, il t'en viendra du cœur, et quelque bon génie te soufflera le reste, car les dieux, que je sache, ne t'ont pas empêché de naître et de grandir. » En parlant, Athéna le menait au plus court. Il suivait la déesse et marchait sur ses traces vers la sainte assemblée des guerriers de Pylos, jusqu'au banc où Nestor siégeait avec ses fils. Ces hommes, tout autour, préparaient le festin, qui rôtissant des viandes, qui en embrochant d'autres. Sitôt qu'on aperçut les étrangers, la foule s'en vint de toutes parts et, main tendue, les invitait à prendre place. Mais ce fut Pisistrate, un des fils de Nestor, qui, devançant les autres, vint leur prendre la main. Dans les douces toisons, sur les sables de mer, il leur fit à tous deux une place au festin, entre son père et Thrasimède, un de ses frères, puis, leur servant leur part des premières grillades et leur versant du vin dans une coupe d'or, il vint en faire hommage à la fille du Zeus à l'égide, Athéna. « Étrangers, prie d'abord Poséidon, notre roi, car c'est à son festin qu'ici vous arrivez. Fais les libations, prie comme il est d'usage. Tu donneras ensuite à ton ami la coupe pour qu'il offre à son tour de ce doux vin de miel. Il doit prier aussi les immortels, je pense. Tout homme n'a-t-il pas même besoin des dieux? Mais il est ton cadet, il semble de mon âge. À toi donc, en premier, je tends la coupe d'or. » Il dit et lui remit en main la double coupe. La déesse, agréant l'hommage de ce juste, qui lui eut en premier tendu la coupe d'or, se hâta d'adresser une longue prière à leur roi Poséidon. « Écoute, ô Poséidon, le maître de la terre, et ne refuse pas, lorsque nous t'en prions, d'accomplir nos projets. À Nestor, à ses fils, donne avant tout la gloire. Accorde ensuite à tout ce peuple de Pylos quelque grâce en retour de sa noble hécatombe. Accorde-nous, enfin, à Télémaque et moi, de remplir le dessein qui nous a fait venir sur notre noir croiseur. » Après cette prière qu'elle-même exauçait, la déesse remit, aux mains du fils d'Ulysse, la belle double coupe et, comme elle, à son tour, Télémaque pria. Puis, on tira du feu les grosses viandes cuites, on y trancha les parts et l'on fut
à la joie de ce festin superbe. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, le vieux maître des chars, Nestor, prit la parole. « S'il est bien un moment d'interroger des hôtes pour en savoir les noms, c'est quand ils ont joui des plaisirs de la table. Mes hôtes, votre nom. D'où nous arrivez-vous sur les routes des ondes? Faites-vous le commerce? N'êtes-vous que pirates qui follement courez et croisez sur les flots et, risquant votre vie, vous en allez piller les côtes étrangères? » Posément, Télémaque le regarda et dit, plein d'un nouveau courage, Athéna lui mettait au cœur la hardiesse d'interroger Nestor sur l'absent, sur son père et d'acquérir aussi bon renom chez les hommes. « Nestor, fils de Nélée, l'honneur de l'Achaïe, puisque tu veux savoir d'où nous sommes, je vais tout au long vous le dire. Nous arrivons d'Ithaque, au pied du mont Néion. C'est d'une affaire à moi que je viens te parler, ce n'est pas de mon peuple. Je vais de par le monde cherchant quelques échos du renom de mon père, de ce divin Ulysse, le héros d'endurance qu'au pays des Troyens tu pus voir, me dit-on, combattre à tes côtés et renverser leur ville. De tous ceux qui sont morts là-bas en combattant, nous savons où chacun trouva la mort funeste. Mais lui, Zeus a caché jusqu'au bruit de sa mort. Nul ne peut préciser comment il succomba, si ce fut au rivage, accablé d'ennemis, ou si ce fut en mer, sous les flots d'Amphitrite. C'est pourquoi tu me vois ici à tes genoux. Voudrais-tu me parler de cette mort funeste? L'as-tu vue de tes yeux? En sais-tu quelque chose de l'un de nos errants? C'est le plus malheureux qui soit né d'une femme. Ne mets ni tes égards ni ta compassion à m'adoucir les choses. Mais dis-moi point par point ce que tes yeux ont vu. Aussi je t'en conjure par tout ce que mon père, cet Ulysse vaillant, a pu dire, entreprendre et, suivant sa promesse, réussir pour ta cause au pays des Troyens, au temps de vos épreuves, à vous, gens d'Achaïe. L'heure est enfin venue pour moi qu'il t'en souvienne. Dis-moi la vérité. Le vieux maître des chars, Nestor, lui répondit. Ah, mon ami, tu viens d'évoquer la misère qu'au pays de là-bas nous avons endurée et l'obstination de nos fils d'Achaïe, et tant d'embarquements dans la brume des mers pour croiser et piller au premier mot d'Achille, et tant de longs combats pour assaillir la grande ville du roi Priam. Là-bas ont succombé les meilleurs de nos gens, oui, c'est là-bas que gît Ajax, cet autre Arès, là-bas que gît Achille, là-bas que gît Patrocle, un dieu par la sagesse à l'heure du conseil. Et là-bas gît aussi mon fils, mon intrépide et robuste Antiloque, le roi de nos coureurs et de nos combattants. Car nous avons connu ces mots et combien d'autres. Quel homme avant sa mort aurait jamais le temps de les raconter tous? Tu pourrais demeurer chez moi 5 ans, 6 ans à me faire compter ce qu'ont souffert là-bas nos divins Achéens. Avant de tout savoir, tu rentrerais lassé au pays de tes pères. 9 ans, sans desserrer notre cercle d'embûches, nous leur avons cousu pièce à pièce les mots. 9 ans, avant que Zeus nous quittât le succès. Devant ton père, alors, le plus ingénieux se déclarait vaincu. Il l'emportait sur tous en ruse infinie, cet Ulysse divin, ton père. Tu serais vraiment son fils, à lui? Mais ta vue me confond. Même mot, même tact. Comment peut-on, si jeune, à ce point refléter le langage d'un père? Moi, tout ce temps là-bas, jamais je n'eus avec cet Ulysse divin le moindre différend. Assemblée ou conseil, quand nous tenions séance avec les Argiens, nous avions même cœur, même esprit, même vœu, le plein succès de tous. Quand sur sa butte enfin nous eûmes saccagé la ville de Priam et que, montés à bord, un dieu nous dispersa. C'est Zeus qui, dans son cœur, nous médita pour lors un funeste retour. Parmi nos gens d'Argos, il en était si peu de sensés et de justes. Combien allaient trouver le malheur et la mort sous le courroux fatal de la Vierge aux yeux pères. Voulant mettre la brouille entre les deux Atrides, la fille du dieu fort leur fit en coup de tête, au coucher du soleil, convoquer l'assemblée de tous les Achéens, et l'on vit arriver, à cette heure insolite, nos fils de l'Achaïe titubant sous le vin. Les 2 frères, alors, de dire et de redire les raisons qu'ils avaient de convoquer le peuple.
Ménélas soutenait que tous les Achéens ne devaient plus songer qu'au retour sur le dos de la plaine marine. Agamemnon était d'un avis tout contraire. Il voulait retenir le peuple et célébrer de saintes hécatombes pour fléchir d'Athéna le terrible courroux. L'enfant, il se flattait d'apaiser la déesse. Fait-on virer au doigt l'esprit des éternels? Les deux rois, échangeant des ripostes pénibles, s'affrontent et, debout, avec des cris d'enfer, nos Achéens guettrés en deux camps se partagent. Quand on va se coucher, c'est pour rêver la nuit, ô haine réciproque. Zeus nous mettait déjà sous le fait du malheur. Aussi, quand dès l'aurore nous tirons nos vaisseaux à la vague divine pour y charger nos biens et nos sveltes captives, la moitié de nos gens s'obstine à demeurer près du pasteur du peuple, l'Atride Agamemnon. Nous, de l'autre partie, nous embarquons, poussons, et notre flotte court à travers le grand gouffre, sur la mer dont un lieu avait couché les flots. Nous gagnons Ténédos. Là, dans un sacrifice, nous demandons au ciel de rentrer au pays. Mais Zeus ne voulait pas encore de ce retour. Sa colère à nouveau déchaîne le fléau d'une seconde brouille. Les uns virent de bord sur leur double gaillard. Leur chef, le sage Ulysse aux fertiles pensées, les ramène apaiser l'Atride Agamemnon. Mais, ayant rallié mon escadre complète, je fuis, voyant les maux qu'un dieu nous préparait. Et le fils de Tidée, cet autre Arès, entraîne aussi ses équipages, et le blond Ménélas vient plus tard nous rejoindre. Il nous trouve à Lesbos, hésitant à passer, sinon par le grand tour. Irions-nous par le haut des roches de Chios, en les tenant à gauche, doubler l'île Psara? Sous Chios, irions-nous côtoyer le Mimas avec ses coups de vent? Nous demandions au Dieu de nous montrer un signe. Il nous vient, et fort clair, nous disant de couper vers le bey par le large, si nous voulons sortir au plus tôt du danger. Et comme un bon vent frais se lève et s'établit, notre flotte s'élance au chemin des poissons, si vite que, la nuit, nous touchons au Géreste. Là, c'est à Posidon que, pour avoir franchi ce long ruban de mer, nous offrons sans compter les cuisses de taureau. Le 4e jour nous met au bord d'Argos, où le fils de Tidée, le dresseur de chevaux Diomède, et ses gens halent leurs fins croiseurs. Moi, je rentre à Pylos sans voir tomber la brise que, depuis le départ, un dieu faisait souffler. C'est ainsi, cher enfant, que je revins chez moi. Je n'ai rien vu de plus. Des autres Achéens, lesquels ont échappé et lesquels ont péri? Je n'en sais pas grand-chose. Les nouvelles, pourtant, que j'ai pu recueillir en ce manoir tranquille, je veux te les donner, et sans rien t'en cacher, car ce n'est que justice. C'est un retour heureux qu'eurent les Myrmidons. Ces furieux lanciers revinrent, m'a-t-on dit, avec le noble fils du magnanime Achille, Philoctète, le fils illustre de Péas, eut autant de bonheur. De même, Idoménée a reconduit en Crète tous ceux de son armée que la guerre épargna. La mer n'en prit aucun. Pour l'Atride, si loin que vous viviez du monde, vous savez, comme nous, qu'il revint et qu'Égiste lui avait préparé une mort lamentable. Mais le jour du paiement douloureux est venu, qu'il est bon de laisser après sa mort un fils, car, filial vengeur, celui-là sut punir ce cauteleux Égiste qui lui avait tué le plus noble des pères. Toi, mon cher, bel et grand comme je te vois là, sois vaillant pour qu'un jour quelque arrière-neveu parle aussi bien de toi. Posément Télémaque le regarda et dit « Nestor, fils de Nélée, l'honneur de l'Achaïe, oui, celui-là, vraiment, eut sa pleine vengeance, et le monde achéen ira chantant sa gloire jusqu'aux âges futurs. Ah, si de tels moyens les dieux m'avaient armé, comme ils paieraient leur violence et mes chagrins, ces prétendants sans frein qui conspirent ma perte. Les dieux ne nous ont pas filé pareil bonheur à moi ni à mon père. Pour l'heure, il me faut tout supporter jusqu'au bout. » Le vieux maître des chars, Nestor, lui répondit « Ami, puisque tu viens d'évoquer cette affaire, on dit que les nombreux prétendants de ta mère usurpent ton manoir et conspirent ta perte.
C'est de plein gré, dis-moi, que tu portes le joug? Ou dans ton peuple, as-tu la haine d'un parti qui suit la voie d'un Dieu? Pour punir leur excès, qui sait le jour qu'enfin ton père rentrera, seul ou par le secours de tous les Achéens? Si la Vierge aux yeux pères te pouvait donc aimer comme elle aimait Ulysse et veillait sur sa gloire au pays des Troyens, au temps de nos épreuves, à nous, gens d'Achaïe. Non, jamais je ne vis aux côtés d'un mortel veiller l'amour des dieux autant qu'à ses côtés la visible assistance de Pallas Athéna. Ah, si d'un pareil cœur elle prenait à cause, combien parmi ces gens quitteraient la poursuite? Posément, Télémaque le regarda et dit « Vieillard, je ne crois pas que ton vœu s'accomplisse. Quel grand mot tu dis là, j'en ai comme un vertige. Oh non, pareil bonheur passerait mon espoir quand les dieux le voudraient. » Athéna, la déesse aux yeux pères, intervint. « Quel mot s'est échappé de l'enclos de tes temps, oh Télémaque! Un dieu sauve aisément son homme aussitôt qu'il le veut, et même du plus loin. Pour moi le choix est fait, tous les maux à souffrir avant d'être rentré et de voir au logis la journée du retour, plutôt qu'aller tout droit tomber à mon foyer, comme tomba l'Atride dans le piège tendu par Égiste et sa femme. Il est vrai que la mort est notre lot commun, et que même les dieux ne peuvent l'écarter de l'homme qu'ils chérissent. Quand la parque de mort s'en vient, tout de son long le coucher retrépas. » Posément Télémaque la regarda et dit « Mentor, n'en parlons plus, malgré notre chagrin. Pour lui, c'en est fini du retour, et le lot qu'il eut des immortels, c'est la mort désormais, la parque ténébreuse. Mais d'un autre sujet, je voudrais m'enquérir. Interrogeons Nestor. Personne des humains n'est plus juste ni sage. Il a régné déjà sur 3 âges, dit-on, si bien qu'il m'apparaît plutôt comme un des dieux. Nestor, fils de Nélée, dis-moi la vérité. Comment donc est tombé ce puissant de la terre, l'Atride Agamemnon? Où était Ménélas? Quelle ruse de mort avait imaginé le cauteleux Égiste pour tuer un héros qui le valait 100 fois? Ménélas n'était pas en Argos d'Achaïe, il courait par le monde. C'est pourquoi l'autre eut l'audace de son crime. Le vieux maître des chars, Nestor, lui répondit. Oui, mon fils, tu sauras toute la vérité. Mais je vois que déjà toi-même tu devines ce qui fut advenu si ce blond Ménélas, quand il revint de Troie, avait encore trouvé au manoir de l'Atride Égiste survivant. À son cadavre même, il n'aurait pas donné la terre pour tombeau. Dans les champs, hors des murs, les chiens et les oiseaux l'eussent déchiqueté, et pas une Achéenne n'eût osé le pleurer. Son crime était trop grand. Donc nous étions là-bas, entassant les exploits, tandis que bien tranquille, au fond de son Argos, en ses prés d'élevage, cet Égiste enjôlait la femme de l'Atride. Elle, au commencement, repoussait l'œuvre infâme, divine Clytemnestre. Elle n'avait au cœur qu'honnête sentiment, et près d'elle restait la aide que l'Atride, à son départ vers Troie, avait tant adjuré de veiller sur sa femme. Mais vint l'heure où le sort lui jeta le lacet et la mit sous le joug. Égiste prit la aide. Sur un îlot désert, il le laissa en proie et pâture aux oiseaux. Ce qu'il voulait alors, elle aussi le voulut. Il l'emmena chez lui. Que de cuisseaux brûlés au saint autel des dieux. Que d'or, de broderies suspendues en offrande pour célébrer l'exploit dont jamais, en son cœur, il n'avait eu l'espoir. Nous revenions de Troie en voguant de conserve, l'Atride, Ménélas et moi, toujours intimes. Nous touchions au Sounion, au cap sacré d'Athènes, quand Phébos Apollon, un de ses plus douces flèches, vint frapper le pilote de Ménélas, Phrontis, et ce fils d'Onétor mourut en pleine vogue, la barre entre les mains. Il n'avait pas d'égal dans tout le genre humain pour mener un navire à travers les bourrasques. Ménélas, en dépit de sa hâte, voulut ensevelir son homme. Il fit relâche et lui rendit tous les honneurs. Puis il se rembarqua sur les vagues vineuses et s'en vint d'une course au creux de ses vaisseaux jusque sous la falaise abrupte du Malais. C'est alors que le Zeus à la grand-voix les mit en funeste chemin.
Il lâcha sur leur dos les rafales sifflantes. Le flot géant dressa ses montagnes gonflées. De la flotte coupée, le gros fut entraîné chez les Sidoniens qui vivent sur les bords du Jardanos crétois. Dans la brume des mers, aux confins de Gortine, il est un rocher nu qui tombe sur le flot. Le Notos contre lui jette ses grandes houles qui le prennent en flanc du côté de Phaistos, et ce caillou tient tête à cette vague énorme. C'est là qu'atterrissant, les hommes à grand-peine évitèrent la mort, mais le ressac sur les écueils brisa les coques. Il restait 5 vaisseaux à la proue azurée qu'en Égypte, le vent et la vague poussèrent. Pendant que Ménélas, pour faire son plein d'or et de provisions, croisait et cabotait chez ces gens d'autres langues, Égiste à son foyer lui préparait le deuil. L'Atride fut tué, le peuple mis au joug. L'autre régna 7 ans sur tout l'or de Mycène. Mais la 8e année survint pour son malheur notre Oreste divin. Il revenait d'Athènes et, filial vengeur, il surprit et tua ce cauteleux Égiste qui lui avait tué le plus noble des pères. Et comme, après le meurtre, ayant enseveli cette mère odieuse et ce poltron d'Égiste, il offrait le repas funèbre aux Argiens, le même jour, ce bon crieur de Ménélas ramena ses vaisseaux bondés à pleine charge. Aussi, vois-tu, mon cher, il ne faut pas quitter trop longtemps ta demeure en laissant ton avoir et ton propre manoir aux mains de tels bandits. Ils vont tout te manger, se partager tes biens, tandis que tu perdras ton temps à ce voyage. Mais toi, suis mon conseil. Jusque chez Ménélas, je t'invite à te rendre. C'est lui qui, le dernier, est rentré du dehors d'un monde où l'on n'a pas grand espoir de retour, quand une fois les vents vous y ont égaré. C'est si loin dans la mer qu'on ne sait pas d'oiseau qui, dans la même année, refasse le voyage. Ah, le gouffre terrible! Va donc chez Ménélas, prends ton vaisseau, tes gens. Préfères-tu la route? J'ai mon char, mes chevaux, et n'ai-je pas des fils qui sauront te conduire chez le blond Ménélas, à Sparte la divine? En personne, prie-le de te parler sans feinte. Ne crains pas de mensonge, il est toute sagesse. Comme Nestor parlait, le soleil se coucha, le crépuscule vint. Athéna, la déesse aux yeux pères, dit alors: « Vieillard, de point en point, nous voilà renseignés. Maintenant détachez les langues des victimes. Mélangez-nous du vin pour prier Poséidon et tous les immortels. Puis songeons au sommeil, c'est l'heure. La lumière au noroît disparaît. Même au festin des dieux, il faut savoir quitter la table et s'en aller. » À peine avait parlé cette fille de Zeus que tous obéissaient. Les héros leur donnaient sur les mains à laver. La jeunesse emplissait jusqu'au bord les cratères. La coupe de chacun fut remplie pour l'offrande. On jeta dans le feu les langues des victimes pour les libations aux dieux. On se leva et, l'offrande achevée, on but tout son content. Comme alors Athéna, ainsi que Télémaque au visage de Dieu, parlaient de retourner au creux de leur vaisseau, Nestor, avec des mots pressants, les arrêta. « Que Zeus et tous les dieux m'épargnent cet affront. Vous voulez me quitter et rentrer au croiseur? Me croyez-vous alors si démuni, si pauvre, que je n'ai au logis ni drap ni couverture pour me coucher moi-même et pour coucher mes hôtes autrement qu'à la dure? Non, non, j'ai de bons draps et j'ai des couvertures, et ce n'est pas le fils de ce héros d'Ulysse qui s'en ira coucher à bord sur son gaillard tant que je vivrai, moi. Ou qu'après moi, des fils garderont mon manoir pour héberger les hôtes qui viennent sous mon toit. » Athéna, la déesse aux yeux pères, répliqua. « Tu dis bien, vieil ami, Télémaque aurait tort de ne pas t'obéir. C'est de beaucoup le mieux qu'il aille, sur tes pas, dormir en ton manoir, tandis qu'au noir vaisseau j'irai calmer nos gens et leur donner les ordres. J'ai l'honneur d'être à bord l'homme d'âge, et le seul, et c'est pure amitié si ce jeune équipage a suivi jusqu'ici le vaillant Télémaque. Ils sont tous de son âge. Permets donc que ce soir je retourne dormir au flanc du noir vaisseau. Dès l'aurore demain, je voudrais m'en aller chez les vaillants Cocones, toucher une créance qui n'est pas d'aujourd'hui et qui n'est pas de peu. Mais toi, prends cet ami. Quand il sera chez toi, envoie-le sur ton char avec l'un de tes fils, auquel tu donneras les plus vite et les plus forts de tes trotteurs. » À ces mots,
l'Athéna aux yeux pères disparus, changée en une orfraie. Le trouble s'empara de tous les Achéens. Étonné d'avoir vu de ses yeux le prodige, Nestor avait saisi la main de Télémaque et lui disait tout droit « J'ai confiance, ami, tu seras brave et fort, puisque, si jeune encore, les dieux à tes côtés viennent pour te conduire. Car c'est un habitant des manoirs de l'Olympe, et nul autre sans doute que la fille de Zeus, la déesse de gloire, cette Tritogénie qui, pour ton noble père, montrait sa préférence sur tous les Archiens. Reine, sois-nous propice, donne-nous beau renom, à moi, à mes enfants, à ma digne compagne. Je te sacrifierai une vache d'1 an, une bête indomptée, dont nul n'est encore mis au joug le large front, et je te l'offrirai, les cornes plaquées d'or. » C'est ainsi qu'il priait. Athéna l'exauça. Mais, montrant le chemin à ses fils et ses gendres, le vieux maître des chars, Nestor, les ramenait vers sa belle demeure. Quand ils eurent atteint les grands appartements de ce royal manoir, en ligne ils prirent place aux sièges et fauteuils. Le vieillard, pour fêter leur venue, ordonna de mêler au cratère le plus doux de ses vins de garde, un vin d'11 ans, et lorsque, déliant la coiffe, l'intendant eut débouché la jarre et qu'il eut achevé le mélange au cratère, il fit l'offrande avec une longue prière à la fille du Zeus à l'égide, Athéna. L'offrande terminée, on but tout son content, puis chacun s'en alla dormir en son logis. Mais pour coucher le fils de son divin Ulysse, c'est dans l'entrée sonore que, sans aller plus loin, le vieux maître des chars avait fait préparer 2 cadres ajourés. Auprès de Télémaque, il laissait Pisistrate, le meneur des guerriers à la vaillante lance, le dernier de ses fils qui resta au manoir sans être marié. Lui-même alla dormir au fond du haut logis, où sa femme et régente lui tenaient préparé le lit et le coucher. À Lacédémone. Dans son berceau de brume, à peine avait paru l'aurore aux doigts de rose que, s'élançant du lit, le vieux maître des chars, Nestor, vint prendre place au banc de pierre lisse qui flanquait la grande porte. Sur ces pierres blanchies, à l'enduit toujours frais, Nélée siégeait jadis pour donner ses avis qui l'égalaient aux dieux. Mais depuis que la Parque l'avait mis à son joug et plongé dans l'Hadès, c'est l'antique Nestor, rempart de l'Achaïe, qui, le sceptre à la main, y trônait désormais. La troupe de ses fils l'entoura, Échéphron, Stratios et Perséus arrivaient de leur chambre, puis avec Aréthos le divin Thrasimède, vint enfin le héros Pisistrate en 6e. Avec lui, Télémaque au visage de Dieu que l'on mena siéger à côté du vieillard. Le vieux maître des chars, Nestor, prit la parole. « Sans retard, chers enfants, accomplissez mon vœu. Parmi les immortels, invoquons Athéna qui vint de sa personne honorer l'opulent festin de notre Dieu. Allons, que l'un de vous descende dans la plaine me chercher une vache et la ramène en hâte, poussée par un bouvier. Qu'un autre, au noir vaisseau, aille quérir les gens du vaillant Télémaque et, les amenant tous, n'en laisse à bord que 2. Qu'un 3e aille dire aux doreurs Laërkès qu'ils viennent plaquer l'or aux cornes de la bête. Restez ici, vous autres, ne vous dispersez pas. Mais, dans les grands appartements, qu'on dise aux femmes de nous faire là-bas les apprêts du festin et qu'on nous donne ici des sièges et du bois et de l'eau sans souillure. » Il eut à peine dit que chacun s'empressait. On vit venir, montant de la plaine, la vache, venir aussi du fin croiseur les compagnons du vaillant Télémaque, venir le ferronnier qui tenait dans ses mains les outils de son art, les instruments de bronze servant à battre l'or, l'enclume, le marteau, les tenailles bien faites. Athéna vint aussi jouir du sacrifice. Nestor, le vieux meneur de chevaux, fournit l'or. L'ouvrier en plaqua les cornes de la vache à petits coups soigneux. Pour que ce bel ouvrage trouvât grâce devant les yeux de la déesse, Stratios et le divin Échéphron amenèrent la bête par les cornes. Dans un bassin à fleurs, Aréthos apporta du cellier l'eau lustrale. Son autre main tenait la corbeille des orges.
Debout près de la vache et prêt à la frapper, Thrasimède, à l'ardeur batailleuse, tenait une hache affilée, et Perséus avait pris le vase pour le sang. Nestor, le vieux meneur de chevaux, répandit l'eau lustrale et les orges, puis il fit à Pallas une longue prière et, comme il prélevait quelques poils de la tête qu'il lançait dans le feu, l'assistance en priant jeta les pincées d'orge. Déjà, faisant un pas, le bouillant Nestoride de Thrasimède a frappé, et la hache a tranché les tendons cervicaux. La bête tombe inerte sous les clameurs sacrées des filles et des brutes de la vieille reine Eurydice, l'aînée des filles de Clymène. Fils et gendre alors, saisissant la victime, la lèvent au-dessus du sol aux larges voies. Le meneur des guerriers, Pisistrate, l'égorge. Dans le flot du sang noir, l'âme quitte les eaux. On dépaisse à la hâte, selon le rite. On détache les 4 membres. On les couvre de graisse sur l'une et l'autre face. On empile dessus d'autres morceaux saignants. Nestor, les ayant mis à brûler sur les bûches, fait sa libation d'un vin au sombre feu. La jeunesse l'entoure en tenant à la main les quintuples brochettes. Puis les cuisseaux brûlés, on goûte des grillades et, découpant menu le reste de la bête, on le met à rôtir au bout des longues broches que l'on tient à 2 mains. Cependant Télémaque était allée au bain. La jolie Polycaste, une des Néléides, c'était la moins âgée des filles de Nestor, après l'avoir baignée et frottée d'huile fine, le vêtit d'une robe et d'une belle écharpe. En quittant la baignoire, il avait l'apparence et l'allure d'un dieu. Il revint prendre siège à côté de Nestor, le pasteur de ce peuple. On retira du feu les grosses viandes cuites. On s'assit au festin et de nobles servants veillèrent à remplir de vin les coupes d'or. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, le vieux maître des chars, Nestor, prit la parole. « Allons, amenez-nous, mes fils, pour Télémaque, nos chevaux au long crin. Liez-les sous le char et qu'ils se mettent en route. » À peine avait-il dit, docile à sa voix, ses fils aux joues du char liaient les 2 trotteurs et la dame intendante chargeait le pain, le vin, les mets, tout un repas de nourrissons de Zeus. Télémaque monta dans le char magnifique. À ses côtés, le Nestoride de Pisistrate, le meneur des guerriers, monta et prit en main les rênes et le fouet. Un coup pour démarrer. Les chevaux, s'envolant de grand cœur vers la plaine, laissèrent sur la butte la ville de Pylos. Le joug, sur leurs 2 coups, tressauta tout le jour. Le soleil se couchait, et c'était l'heure où l'ombre remplit toutes les rues, comme on entrait à Phérès, où le roi Dioclès, un des fils d'Orsiloque, un petit-fils d'Alphée, leur offrit pour la nuit son hospitalité. Mais sitôt que parut dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, attelant les chevaux et montant sur le char aux brillantes couleurs, il poussait hors du porche et de l'entrée sonore. Un coup pour démarrer, il volait de grand cœur vers les blés de la plaine. Là, d'une seule traite, on acheva la route, tant les bêtes avaient de vitesse et de fond. Chant 4. Le soleil se couchait, et c'était l'heure où l'ombre remplit toutes les rues quand, au creux des ravins, parut Lacédémone. Non, je continue. Pardon, j'ai hésité à faire une lecture par chant. Mais non, je vais continuer. Excusez-moi. Chant 4. Le soleil se couchait, et c'était l'heure où l'ombre remplit toutes les rues quand, au creux des ravins, parut Lacédémone. Poussant droit au manoir du noble Ménélas, ils trouvèrent le roi et nombre de ses proches qui, de ses 2 enfants, fêtaient le double hymen en sa riche demeure. Ménélas envoyait sa fille au fils d'Achille, ce broyeur des guerriers, car les dieux maintenant achevaient cet hymen dont jadis, en Troie, Ménélas avait fait la promesse et l'accord. Les chevaux et les chars allaient donc la conduire au roi des Myrmidons en sa fameuse ville.
À Sparte, pour son fils, Ménélas avait pris la fille d'Alector. Il aimait de tout cœur, quoique né d'une esclave, ce fort Mégapenthès. Car, d'Hélène, les dieux lui avaient refusé toute autre descendance après qu'elle avait eu d'abord son Hermione, aussi belle et charmante que l'Aphrodite d'or. Donc, sous les hauts plafonds de la grande demeure, ils étaient au festin, voisins et familiers du noble Ménélas, ne songeant qu'au plaisir, ils avaient pour chanter et jouer de la lyre un aède divin, tandis que 2 jongleurs qui dansaient à la voix sautaient au milieu d'eux. Mais les 2 arrivants attendaient au portail, eux et leurs 2 chevaux, le héros Télémaque et le fin Nestoride. Or, maître Étéonéus les vit, comme il sortait. C'était l'un des coureurs du noble Ménélas. Dans la salle, il rentra pour donner la nouvelle et, se tenant debout près du pasteur du peuple, il dit ces mots ailés. « Ménélas, nourrisson de Zeus, nous avons là 2 héros étrangers, en qui se reconnaît la race du grand Zeus. Or, dis-moi, devons-nous dételer leurs trotteurs, ou les conduire ailleurs chercher qui les accueille ?» Mais le blond Ménélas d'un ton fort indigné. « Oh, fils de Béotos, Étéonous, jadis tu n'étais pas un sot, voilà comme un enfant que tu dis des sornettes. Combien de fois, avant de rentrer au logis, n'avons-nous pas tous 2 mangé le pain des autres? Et plaise encore à Zeus que nous soyons toujours à l'abri de ces maux. Dételle leurs chevaux et cours nous amener ces hôtes au festin. » À peine avait-il dit qu'Étéonéus, courant, sortait de la grande salle, appelait et emmenait d'autres servants coureurs, dételait les chevaux qui suaient sous le joug, les attachait aux crèches de la cavalerie, leur donnait du froment mélangé d'orge blanche et, redressant le char, l'accotait sur le mur du fond tout reluisant, puis au manoir divin faisait entrer les hôtes. Leurs regards étonnés parcouraient la demeure du nourrisson de Zeus. Car, sous les hauts plafonds du noble Ménélas, c'était comme un éclat de soleil et de lune. Lorsqu'ils eurent empli leurs yeux de ces merveilles, ils s'en furent au bain dans les cuves polies. Puis, baignés et frottés d'huile par les servantes, revêtus de la robe et du manteau de laine, ils revinrent auprès de Ménélas l'Atride, s'asseoir en des fauteuils. Vint une chambrière qui, portant une aiguière en or et du plus beau, leur donnait à laver sur un bassin d'argent et dressait devant eux une table polie. Vint la digne intendante. Elle apportait le pain et le mie devant eux et leur fit les honneurs de toutes ses réserves. Puis le maître tranchant, portant haut ses plateaux de viandes assorties, les présenta et leur donna des coupes d'or, et le blond Ménélas les invita du geste. Voici le pain, prenez tous 2. Bon appétit. Une fois restauré, vous direz qui vous êtes. On voit bien qu'en vous 2 se poursuit une race de nourrissons de Zeus, de rois portant le sceptre. Jamais vilain n'eût engendré de pareils fils. Il dit et leur offrit les morceaux rissolés d'un gras filet de bœuf qu'il prit à pleine main. C'était la part d'honneur réservée pour sa table. Vers ces morceaux de choix préparés et servis, ils tendirent les mains. Quand on eut satisfait la soif et l'appétit, Télémaque, pour n'être entendu d'aucun autre, dit en penchant le front vers le fils de Nestor, « Vois donc, fils de Nestor, cher ami de mon cœur, sous ces plafonds sonores, vois les éclairs de l'or, de l'électron, du bronze, de l'argent, de l'ivoire. Zeus a-t-il plus d'éclat au fond de son Olympe? Quelle réunion d'indicibles merveilles! Cette vue me confond. » Il disait, mais le blond Ménélas entendit et, se tournant vers eux, leur dit ces mots ailés. « Chers enfants, Zeus n'a pas de rival ici-bas. Chez lui, rien n'est mortel, ni maison ni richesse. Quant aux humains, comment savoir s'il en est un qui m'égale en richesse? Mais qu'il m'en a coûté de maux et d'aventures pour ramener mes vaisseaux pleins après 7 ans. Aventure en Chypre, en Phénicie, dans l'Égyptos et chez les nègres, et dans cette Libye où les agneaux ont des cornes dès leur naissance, où, du prince au berger, tout homme a son comptant de fromage, de viande et de laitage frais. Les bêtes, tous les jours, accourent à la traite, car 3 fois dans l'année les brebis mettent bas.
C'est pendant qu'en ces mers j'allais à l'aventure, faisant mon plein de vivre, que l'autre surgissait de l'ombre et me tuait mon frère. Ah, trahison d'une femme perdue. Non, je n'ai plus de joie à régner sur ces biens. Vos pères, quels qu'ils soient, ont dû vous le compter. Que de maux j'ai souffert, quel foyer j'ai perdu, peuplé d'êtres si chers, avec une si belle et si grande opulence. Plût au ciel que n'ayant qu'un tiers de ces richesses, j'eusse vécu chez moi, et qu'ils fussent en vie, tous les héros tombés dans la plaine de Troie, si loin de notre Argos, de nos prés d'élevage. Ah, sur eux tous, je pleure et me lamente tant et combien de fois en ce manoir tranquille. Je sanglote parfois pour soulager mon cœur, et parfois je m'arrête. Du frisson des sanglots, l'homme est sitôt lassé. Oui, sur eux tous, je pleure, mais en cette tristesse, il est une mémoire qui m'obsède partout au lit comme au festin, car nul des Achéens ne sut peiner pour moi comme peinait Ulysse. Et d'un si bel élan, dire qu'il n'a trouvé que souffrance au bout, pour moi c'est un chagrin qui jamais ne me quitte de le savoir toujours absent et d'ignorer son salut ou sa mort. Et sur lui, comme moi, pleure le vieux Laërte, la sage Pénélope et son fils Télémaque, qu'il dut, à peine né, laisser en sa maison. Il disait « Télémaque, à ce nom de son père, sentait monter en lui un besoin de sanglots. Les pleurs, lui jaillissant des yeux, roulaient au sol. On parlait de son père. De son manteau de pourpre qu'il saisit à deux mains, il se cacha les yeux. Ménélas devina, mais attendit, l'esprit et le cœur hésitants. Laisserait-il ce fils se réclamer d'un père? Prendrait-il les devants pour tâcher de savoir? Son esprit et son cœur ne savaient que résoudre. Or, voici que, sortant des parfums de sa chambre et de ses hauts lambris, Hélène survenait. On eût dit l'Artémis à la quenouille d'or. Adrastée avança une chaise ouvragée qu'Alquipée recouvrit d'un doux carreau de laine, puis Philo déposa la corbeille d'argent, un cadeau d'Alcandra, la femme de Polybe. C'était un habitant de la Thèbes d'Égypte, la ville où les maisons regorgent de richesses, tandis qu'à Ménélas, Polybe avait donné 2 baignoires d'argent et 2 trépieds en or, avec 10 talents d'or. Hélène avait reçu d'Alcandra, son épouse, des présents merveilleux, une quenouille d'or et, montée sur roulette, la corbeille d'argent aux lèvres de vermeil que venait d'apporter Philo, la chambrière. Et qu'emplissait le fil dévidé du fuseau. Dessus était couchée la quenouille chargée de laine purpurine. Hélène prit le siège avec le marchepied et, sans tarder, pressa son mari de demande. « Ménélas, nourrisson de Zeus, peut-on savoir le nom de ses amis et de qui, pour venir chez nous, il se réclame? Est-ce erreur de ma part? Est-ce la vérité? J'obéis à mon cœur et je dis que mes yeux n'ont jamais rencontré pareille ressemblance ni d'homme ni de femme. Cette vue me confond, c'est sûrement le fils de ce grand cœur d'Ulysse. C'est lui, c'est Télémaque qu'à peine il a vu naître et qu'il dut, le héros, laisser en sa maison. Quand vous tous, Achéens, pour moi, face de chienne, poussiez vers Ilion la plus hardie des guerres. » En réponse, le blond Ménélas répliqua. « Je pense comme toi, ma femme. Moi aussi, j'ai vu la ressemblance. Ulysse, le voilà. Ce sont ses pieds, ses mains, l'éclair de son regard, sa tête et, sur le front, la même chevelure. Justement, je venais d'évoquer sa mémoire, rappelant tous les maux que ce héros avait endurés pour ma cause, quand notre hôte, les cils chargés de grosses larmes, prit son manteau de pourpre et se cacha les yeux. Pisistrate, le fils de Nestor, intervint. Ménélas, fils d'Atrée, le nourrisson de Zeus, le meneur des guerriers, c'est bien, comme tu dis, le fils de ce héros. Mais il est réservé. Admis en ta présence pour la première fois, il se fut reproché toute vaine parole. Quant à voix nous tenait sous un charme divin. Quant à moi, c'est Nestor, le vieux maître des chars, qui m'a mis en chemin pour lui servir de guide, car Télémaque avait le désir de te voir, espérant tes conseils et peut-être ton aide. Quand le père est absent, tu sais combien le fils peut avoir à souffrir dans un manoir resté sans autre défenseur. C'est maintenant son lot en l'absence d'Ulysse et contre le malheur.
Il n'a plus dans son peuple à qui se confier. En réponse, le blond Ménélas répliqua. Ô ciel, j'ai sous mon toit le fils de cet ami qui jadis, pour ma cause, affronta tant de luttes. Je m'étais bien promis, quand il viendrait chez moi, que nul des Achéens n'aurait meilleur accueil. Si le dieu de l'Olympe, le Zeus à la grand-voix, nous avait accordé de repasser tous deux la mer sur nos croiseurs, je voulais en Argos lui céder une ville, lui bâtir un manoir, le transplanter d'Ithaque avec ses biens, son fils, son peuple, tout entier. J'aurais vidé pour eux quelqu'une des cités qui, dans le voisinage, ont reconnu ma loi, et nous aurions ici fréquenté l'un chez l'autre sans que rien vînt troubler notre accord et nos joies, jusqu'au jour où la mort nous eût enveloppés dans son nuage d'ombre. Il a fallu qu'un Dieu, m'enviant ce bonheur, ne privât du retour que lui, le malheureux. C'est ainsi qu'il parlait, et tous sentaient monter un besoin de sanglots. On vit alors pleurer Hélène, l'Argienne, cette fille de Zeus, et pleurer Télémaque et Ménélas l'Atride. Et le fils de Nestor n'eut pas les yeux sans larmes. Son cœur se rappelait l'éminent Antiloque, ce frère qui tomba sous le fils glorieux de l'aurore éclatante. Plein de ce souvenir, il dit ces mots ailés. Fils d'Atrée, notre vieux Nestor te proclamait le plus sage des hommes, chaque fois que ton nom revenait sur nos lèvres et que, dans son manoir, nous nous interrogions. Mais ce soir, si tu veux, écoute mon conseil. Je ne trouve aucun charme à ces pleurs après boire. Laissons venir l'aurore. Dès qu'elle sortira de son berceau de brume, ce n'est certes pas moi qui trouverai mauvais que l'on pleure les morts, victimes du destin. C'est encore un hommage, et le dernier à rendre à ces infortunés que les cheveux coupés et les larmes aux joues. J'ai perdu, moi aussi, un frère. Il n'était pas le moins brave en Argos, tu dois bien le savoir. Si je ne l'ai jamais ni rencontré ni vu, on m'a dit qu'entre tous, cet Antiloque était le roi de vos coureurs et de vos combattants. En réponse, le blond Ménélas répliqua. Mon ami, tous tes mots et toute ta conduite sont d'un homme sensé. On te croirait plus vieux. Mais le fils d'un tel père ne peut parler qu'en sage. Comme on retrouve en toi la race du héros à qui Zeus n'a jamais filé que le bonheur. Heureux en son épouse, heureux en ses enfants, le ciel donne à Nestor, pour la fin de ses jours, de vieillir sous son toit dans le luxe, entouré des fils les plus prudents et maîtres à la lance. Mais laissons les sanglots. Ce fut une surprise, revenons au festin, qu'on nous donne à laver. Dès l'aurore, demain, nous verrons les affaires que Télémaque et moi, nous avons à traiter. Il dit, Asphalion, c'était l'un des coureurs du noble Ménélas, vint donner à laver. Puis, vers les parts de choix préparées et servies, ils tendirent les mains. Mais la fille de Zeus, Hélène, eut son dessein. Soudain, elle jeta une drogue au cratère où l'on puisait à boire. Cette drogue, calmant la douleur, la colère, dissolvait tous les maux. Une dose au cratère empêchait tout le jour quiconque en avait bu de verser une larme, quand bien même il aurait perdu ses pères et mères, quand, de ses propres yeux, il aurait devant lui vu tomber sous le bronze un frère, un fils aimé. Remède ingénieux dont la fille de Zeus avait eu le cadeau de la femme de Thon, Polydamna d'Égypte. La glèbe en ce pays produit avec le blé mille simples d'hiver. Les uns sont des poisons, les autres des remèdes. Pays de médecins, les plus savants du monde, tous du sang de Païon. Dès qu'Hélène eut jeté sa drogue dans le vin et fait emplir les coupes, elle prit à nouveau la parole et leur dit « Ménélas, fils d'Atrée, le nourrisson de Zeus et vous aussi, les fils de Père glorieux, c'est Zeus qui, pouvant tout, nous donne tour à tour le bonheur et les maux. Mais ce soir, laissez-vous aller en cette salle au plaisir des discours comme aux joies du festin. Écoutez mon récit, il est de circonstance. Je ne saurais vous dire et vous énumérer tous les exploits de cet Ulysse au cœur vaillant. Mais voici le haut fait que cet homme énergique risqua et réussit au pays des Troyens, au temps de vos épreuves, à vous, gens d'Achaïe. Il s'était tout meurtri de coups défigurants. Il avait sur son dos jeté de vieilles loques.
On eût dit un valet dans la foule ennemie. Le voilà dans la ville et dans ses larges rues. Il se contrefaisait, jouait le mendiant. Ce n'était pas son rôle au camp des Achéens. En cet accoutrement, le voilà dans la ville. Tous trois s'y laissa prendre. Moi seul, en cet état, je l'avais reconnu et vins l'interroger. Il rusa, esquiva. Mais quand je l'eus baigné, frotté d'huile, habillé, je lui promis avec le plus fort des serments de ne pas révéler la présence d'Ulysse, avant qu'il eût rejoint les croiseurs et les tentes. Alors il m'expliqua le plan des Achéens. Puis, de son long poignard, il fit un grand massacre en ville et retourna porter aux Argiens sa charge de nouvelles. Alors Troie retentit du cri des autres femmes. Mais moi, c'était la joie que j'avais dans le cœur. Déjà mes vœux changés me ramenaient ici et combien je pleurais la folie qu'Aphrodite avait mise en mon cœur pour m'entraîner là-bas, loin du pays natal, et me faire quitter ma fille, mes devoirs d'épouse et un mari dont la mine ou l'esprit ne le cède à personne. En réponse, le blond Ménélas répliqua. « Ah, comment tout cela, ma femme, tu dis juste. Je suis d'âge à connaître l'esprit et le sens de bon nombre de ceux qu'on appelle héros. J'ai couru le monde. Mais jamais de mes yeux encore je n'ai vu un homme ayant au cœur la vaillance d'Ulysse. Sachez ce qu'entreprit, ce que fit réussir l'énergie de cet homme. Dans le cheval de bois, je nous revois assis, nous tous, les chefs d'Argos, qui portions aux Troyens le meurtre et le trépas. Mais alors tu survins, Hélène. En cet endroit, quelque dieu t'amenait pour fournir aux Troyens une chance de gloire. Sur tes pas, Déiphobe allait, beau comme un dieu, et par 3 fois tu fis le tour de la machine. Tu tapais sur le creux, appelant nom par nom les chefs des Danaens, imitant pour chacun la voix de son épouse. Près du fils de Tidée et du divin Ulysse, assis en cette foule, je t'entendais crier, et Diomède et moi n'y pouvions plus tenir. Nous nous levions déjà, nous voulions ou sortir ou répondre au plus vite. Ulysse nous retint et mata notre envie. Tous les fils d'Achaïe restaient là sans souffler. Un seul était encore d'humeur à te répondre, Anticlose. Mais Ulysse lui plaqua sur la bouche ses 2 robustes mains et, tenant bon, sauva ainsi toute la bande jusqu'à l'heure où Pallas Athéna t'emmena. Posément Télémaque le regarda et dit « Ménélas, fils d'Atrée, le nourrisson de Zeus, le meneur des guerriers, n'en est que plus triste. N'a-t-il pas moins subi une mort lamentable, que lui servit un cœur de fer en sa poitrine? Mais allons, menez-nous dormir, les grands temps d'aller goûter au lit la douceur du sommeil. » Il parlait, et déjà Hélène l'Argienne avait dit aux servantes d'aller dresser les lits dans l'entrée et d'y mettre ses plus beaux draps de pourpre, des tapis par-dessus et des feutres laineux pour les couvrir encore. Les servantes sorties, torches en main, de la salle, avaient garni les cadres. Un héros emmena les hôtes vers l'entrée. C'est là qu'ils se couchèrent. Le héros Télémaque et le fin Nestoride, cependant que l'Atride et sa femme divine, Hélène en ses longs voiles, s'en allèrent reposer au fond du haut logis. Le retour de Télémaque. Dans son berceau de brume, à peine avait paru l'aurore aux doigts de rose que déjà ce vaillant crieur de Ménélas passait ses vêtements et, s'élançant du lit, mettait son glaive à pointe autour de son épaule, chaussait ses pieds luisants de ses belles sandales et sortait de sa chambre. On l'eût pris à le voir pour un des immortels. Auprès de Télémaque, étant venu s'asseoir, il dit et déclara « Quel est donc le besoin, ô seigneur Télémaque, qui chez moi, dans ma divine Lacédémone, t'amena sur le dos de la plaine marine? C'est pour toi, pour ton peuple? Dis-moi la vérité. » Posément Télémaque le regarda et dit « Ménélas, fils d'Atrée, le nourrisson de Zeus, le meneur des guerriers, je viens savoir de toi s'il est quelque rumeur sur le sort de mon père. On mange ma maison, on m'a perdu déjà le meilleur de mon bien, oui. Je vois ma demeure remplie de gens hostiles qui chaque jour me tuent mes troupeaux de moutons et mes vaches cornues à la démarche torse. Ils courtisent ma mère et leur morgue est sans frein. C'est pourquoi tu me vois ici à tes genoux.
Voudrais-tu me parler de sa perte funeste? L'as-tu vu de tes yeux? En sais-tu quelque chose de l'un de nos errants? C'est le plus malheureux qui soit né d'une femme. Ne mets ni tes égards, ni ta compassion à m'adoucir les choses, mais dis-moi point par point ce que tes yeux ont vu. Aussi je t'en conjure, par tout ce que mon père, cet Ulysse vaillant, a pu dire, entreprendre et, suivant sa promesse, réussir pour ta cause au pays des Troyens, au temps de vos épreuves, à vous, gens d'Achaïe. L'heure est enfin venue pour moi qu'il t'en souvienne. Dis-moi la vérité. Mais le blond Ménélas d'un ton fort indigné. Misère, ah, c'est au lit du héros de vaillance que voudraient se coucher ces hommes sans vigueur. Quand le lion vaillant a quitté sa tanière, il se peut que la biche y vienne remiser les 2 faons nouveau-nés qui l'attestent encore, puis s'en aille brouter par les pentes boisées, les combes verdoyantes. Il rentre se coucher et leur donne à tous deux un destin sans douceur. C'est un pareil destin et sans plus de douceur qu'il s'obtiendrait d'Ulysse si demain Zeus, le père, Athéna, Apollon, il pouvait revenir tel qu'au mur de Lesbos, nous le vîmes un jour accepter le défi du fils de Philomèle et lutter avec lui et de son bras robuste, de tomber pour la joie de tous nos Achéens. Qu'il rende cet Ulysse, parler aux prétendants, tous auront la vie courte et des noces amères. Mais je réponds à tes prières et demandes, sans un mot qui t'égare ou te puisse abuser. Oui, tout ce que tu m'as dit, un des vieux de la mer au parler prophétique, le voici sans omettre et sans changer un mot. C'était dans l'Égyptos d'où je voulais rentrer. Les dieux m'y retenaient pour n'avoir pas rempli le vœu d'une hécatombe. Les dieux tiennent rigueur des oublis de leurs droits. Il est, en cette mer des houles, un îlot qu'on appelle Pharos. Par devant l'Égyptos, il est à la distance que franchit en un jour l'un de nos vaisseaux creux, quand il lui souffle en poupe une brise très fraîche. On trouve dans cette île un port avec des grèves d'où peuvent se remettre à flot les fins croiseurs, lorsqu'ils ont fait de l'eau au trou noir de l'Égate. C'est là, depuis 20 jours, que les dieux m'arrêtaient sans que rien annonçât l'un de ces vents du large qui, prenant les vaisseaux, les mènent sur le dos de la plaine marine. Nos vivres s'épuisaient et le cœur de mes hommes, quand la pitié d'un dieu s'émut, et me sauva. Le robuste Protée, un des vieux de la mer, a pour fille Idotée dont je touchais le cœur. Un jour que j'errais seul, elle vint m'aborder. J'étais loin de mes gens qui passaient leur journée sur le pourtour de l'île à jeter aux poissons les hameçons crochus. La faim tordait les ventres. Debout à mes côtés, elle prend la parole. « C'en est trop, étranger. N'es-tu donc qu'un enfant ou qu'un faible d'esprit? Où t'abandonnes-tu toi-même et trouves-tu plaisir à tes souffrances? Depuis combien de jours es-tu là dans cette île, captif, et sans trouver le moyen d'en sortir? Ne vois-tu pas faiblir le cœur des équipages ?» À ces mots de la nymphe, aussitôt je réponds « Je ne sais pas ton nom, déesse, mais écoute, c'est bien contre mon gré que je reste captif, j'ai dû manquer au Dieu, maître des chants du ciel. Ah, dis-moi, puisque les immortels savent tout, lequel des dieux m'entrave et me ferme la route et comment revenir sur la mer aux poissons. » Je dis, elle reprend, cette toute divine. « Oui, je veux, étranger, te répondre sans feinte. En cette île fréquente un des vieux de la mer. C'est l'immortel Protée, le prophète d'Égypte, qui connaît de la mer entière les abîmes. Vassal de Posidon, il est, dit-on, mon père, celui qui m'engendra. Ah, lui, si tu pouvais le prendre en embuscade, il te dirait la route, la longueur des trajets et comment revenir sur la mer aux poissons. Si tu le désirais, il te dirait encore, ô nourrisson de Zeus, tout ce qu'en ton manoir il a pu survenir de maux et de bonheur depuis que tu partis pour cet interminable et terrible voyage. » À ces mots de la nymphe, aussitôt je réponds. Alors conseille-moi, quelle embûche dresser à ce vieillard divin? Il fuira s'il me voit de loin ou me devine. Mettre un dieu sous le joug, c'est assez malaisé pour un simple mortel. Je dis, elle reprend cette toute divine. Oui, je veux, étranger, te répondre sans feinte. Quand le soleil, tournant là-haut, touche au zénith, on voit sortir du flot ce prophète des mers, au souffle du zéphyr, qui rabat les frisons de sa noire perruque, il monte et va s'étendre au creux de ses cavernes. En troupe, autour de lui, viennent dormir les phoques de la belle des mers qui sortent de l'écume, pataugeant, exhalant l'âcre odeur des grands fonds.
Je t'emmène là-bas dès la pointe de l'aube. Je vous poste et vous range. À toi de bien choisir sur les bancs des vaisseaux 3 compagnons d'élite. Mais je dois t'enseigner tous les tours du vieillard. En parcourant leurs rangs, il va compter ses phoques. Quand il en aura fait 5 par 5 la revue, près d'eux il s'étendra, comme dans son troupeau d'ouailles un berger. C'est ce premier sommeil que vous devez guetter. Alors ne songez plus qu'à bien jouer des bras. Tenez-le quoi qu'il tente. Il voudra s'échapper, prendra toutes les formes, se changera en tout ce qui rampe sur terre, en eau, en feu divin. Tenez-le sans mollir. Donnez un tour de plus. Mais lorsqu'il en viendra à te vouloir parler, il reprendra les traits que vous lui avez vus en son premier sommeil. C'est le moment, Seigneur. Laissez la violence, déliez le vieillard, demandez-lui quel Dieu vous crée des embarras et comment revenir sur la mer aux poissons. À ces mots, sous la mer écumante, elle plonge et je rentre au vaisseau échoué dans les sables. J'allais. Que de pensées bouillonnaient en mon cœur. Je reviens au croiseur, je descends à la plage, nous prenons le souper, puis, quand survient la nuit divine, nous dormons sur la grève de mer. Mais sitôt que paraît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, sur le rivage, au long de cette mer immense, je repars en disant maintes prières aux dieux. J'emmenais avec moi 3 de mes compagnons, en qui je me fiais pour n'importe quel coup. La nymphe, ayant plongé au vaste sein des ondes, en avait rapporté, pour la ruse qu'elle ourdissait contre son père, les peaux de 4 phoques fraîchement écorchés. Puis elle avait creusé dans le sable nos lits. Assise, elle attendait. Nous arrivons enfin et nous voici près d'elle. Elle nous fait coucher côte à côte et nous jette une peau sur chacun. Ce fut le plus vilain moment de l'embuscade. Quelle terrible gêne! Ces phoques, nourrissons de la mer, exhalaient une mortelle odeur. Qui prendrait en son lit une bête marine? Mais pour notre salut, elle avait apporté un cordial puissant. C'était de l'ambroisie qu'à chacun elle vint nous mettre sous le nez. Cette douce senteur tua l'odeur des monstres. Tout le matin nous attendons, rien ne nous lasse. Les phoques en troupeau sont sortis de la mer. En ligne, ils sont venus se coucher sur la grève. Enfin, voici midi. Le vieillard sort du flot. Quand il a retrouvé ses phoques rebondis, il les passe en revue. 5 par 5, il les compte. Et c'est nous qu'en premier il dénombre, sans rien soupçonner de la ruse. Il se couche à son tour. Alors, avec des cris, nous nous précipitons. Toutes nos mains l'étreignent. Mais le vieux n'oublie rien des ruses de son art. Il se change d'abord en lion à crinière, puis il devient dragon, panthère et porc géant. Il se fait eau courante et grand arbre à panache. Nous, sans mollir, nous le tenons, rien ne nous lasse. Et, quand il est au bout de toutes ces magies, le voici qui me parle, à moi, et m'interroge. « De quel dieu, fils d'Atrée, suivis-tu le conseil pour me forcer ainsi et me prendre en ce piège? Que veux-tu maintenant » À ces mots de Protée, aussitôt je réponds. « Tu le sais bien, vieillard, pourquoi tous ces détours ? Voilà combien de jours que je suis dans cette île captif et sans trouver le moyen d'en sortir. Déjà mon cœur faiblit. Ah, dis-moi, puisque les immortels savent tout, lequel des dieux m'entrave et me ferme la route et comment revenir sur la mer aux poissons ?» Je disais, et Protée aussitôt me répond. « C'est Zeus, car c'est à lui ainsi qu'aux autres dieux que tu devais offrir avant de t'embarquer de victimes de choix, si pour rentrer chez toi, tu voulais au plus court franchir la mer vineuse. Oui, c'est ta destinée de ne revoir les tiens, de n'entrer sous le toit de ta haute maison, au pays de tes pères, qu'après avoir revu les eaux de l'Égyptose qui nous viennent des dieux. Retourne dans le fleuve offrir aux immortels, maîtres des champs du ciel, une sainte hécatombe. Ils t'ouvriront alors la route que tu cherches. » Ainsi parlait le vieux, et mon cœur éclata. Donc il me renvoyait dans la brume des mers, à cet interminable et dangereux voyage, dans l'Égyptose. Que faire? Je repris la parole et lui dis en réponse. En tout cela, vieillard, j'accomplirai tes ordres. Mais de nouveau, dis-moi sans feinte, point par point, tous ceux des Achéens qu'au départ de Troade, Nestor et moi avions laissés sur les vaisseaux, ont-ils tous réchappé? En est-il que la mort enleva tristement, soit dans la traversée, soit la guerre finie, dans les bras de leurs proches? Je disais, et Protée aussitôt me répond. Fils d'Atrée, à quoi bon m'interroger ainsi? Mieux vaudrait ignorer, me laisser mon secret. Avant qu'il soit longtemps, tu vas pleurer, crois-moi, quand je t'aurai tout dit, car beaucoup ont péri, si beaucoup sont restés.
Mais 2 chefs seulement, parmi les Achéens, à la côte de bronze, sont morts dans le retour. La guerre, tu l'as vu, je ne t'en parle pas. Un 3e survit, captif au bout des mers. Le premier, c'est Ajax. Avec lui disparut sa flotte aux longues rames. Posidon fit d'abord échouer les vaisseaux au grand roc d'Égirée, mais le sauva des flots. Il s'en tirait, malgré la haine d'Athéna, s'il n'eût pas proféré une parole impie et fait un fol écart. C'est en dépit des dieux qu'il échappait, dit-il, au grand gouffre des mers. Posidon l'entendit comme il criait si fort. Aussitôt, saisissant de ses puissantes mains son trident, il fendit l'une de ses girées. Le bloc resta debout, mais un pan dans la mer tomba, et c'était là qu'Ajax s'était assis pour lancer son blasphème. La vague, dans la mer immense, l'emporta, et c'est là qu'il mourut, ayant bu l'onde amère. Le second, c'est ton frère. Déjà hors de péril, il avait fui la barque au creux de ses vaisseaux. Il devait le salut à son auguste Héra. Il approchait de la falaise abrupte du Malais. La bourrasque soudain le prit et l'emporta vers la mer aux poissons. Quel lourd gémissement! Pourtant, même de là, il put sembler encore assuré du retour. Les dieux changeaient le vent. Il rentrait au logis et sur le premier cap abordait dans les champs où Thyeste jadis avait eu sa demeure, où maintenant son fils Égiste demeurait. Il foulait avec joie la terre des aïeux. Il touchait, il baisait le sol de la patrie. Quel flot de chaudes larmes et quel regard d'amour donné à son pays. Mais le veilleur, du haut de la guette, le vit. Le cauteleux Égiste avait posté cet homme. 2 talents d'or étaient le salaire promis. Cet homme était donc là, qui, guettant à l'année, voulait ne pas manquer l'Atride à son passage, ni lui laisser le temps d'un exploit vigoureux. Il courut au logis pour donner la nouvelle à celui que le peuple appelait son pasteur. Tout aussitôt, Égiste imagina l'embûche. Dans la ville, il choisit 20 braves qu'il cacha près de la salle où l'on préparait le festin, puis il vint en personne, avec chevaux et chars, inviter le pasteur du peuple Agamemnon. Le traître, il l'amena. Le roi ne savait pas qu'il allait à la mort. À table, il l'abattit comme un bœuf à la crèche, et des gens que l'Atride avait pris avec lui, pas un ne réchappa. Pas un, non plus des gens d'Égiste. Dans la salle, ils furent tous tués. Il disait, et mon cœur éclata. Pour pleurer, je m'assis dans les sables. Je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus voir la clarté du soleil. Je pleurais, me roulais, enfin j'usais ma peine. Et le vieux de la mer, le prophète, reprit. Tu n'as plus, fils d'Atrée, de temps à perdre ainsi. Ce n'est pas en pleurant qu'on trouve le remède. Il te faut au plus vite essayer de rentrer au pays de tes pères. Tu pourras y trouver Égiste encore, vivant aussi, te prévenant, au reste la tuer, tu seras là, du moins, pour le festin funèbre. Il dit, et dans mon sein, la fougue de mon cœur renaissait, et mon âme, malgré tout mon chagrin, en eut un réconfort. Je repris la parole et dis ces mots ailés. Pour ces 2-là, je suis fixé, mais le 3e, celui qui vit encore, captif au bout des mers, ou s'y meurt, je voudrais savoir, malgré ma peine. Je disais, et Protée aussitôt me répond. C'est le fils de Laërte, oui, c'est l'homme d'Ithaque. Je l'ai vu dans une île pleurer à chaudes larmes. La nymphe Calypso, qui le tient prisonnier là-bas, dans son manoir, l'empêche de rentrer au pays de ses pères, n'ayant ni les vaisseaux à rame, ni les hommes pour voguer sur le dos de la plaine marine. Quant à toi, Ménélas, ô nourrisson de Zeus, sache que le destin ne te réserve pas, d'après le sort commun, de mourir en Argos, dans tes prés d'élevage, mais aux Champs-Élysées, tout au bout de la terre, chez le blond Rhadamante, où la plus douce vie est offerte aux humains, où sans neige, sans grand hiver, toujours sans pluie, on ne sent que Zéphyr, dont les risées sifflantes montent de l'océan. Pour rafraîchir les hommes, les dieux t'emmèneront. Pour eux, l'époux d'Hélène est le gendre de Zeus. À ces mots, sous la mer écumante, il replonge. Je ramène au vaisseau mes compagnons divins. J'allais,
Que de pensées bouillonnettes en mon cœur. Nous rentrons à la grève et, gagnant le croiseur, nous prenons le souper, puis, quand survient la nuit divine, nous dormons sur la grève de mer. Mais sitôt que paraît dans son berceau de brume l'aurore aux doigts de rose, je tire mes vaisseaux à la vague divine, chargeant voiles et mâts dans nos coques légères. Mes gens montent à bord et vont s'asseoir au banc. Puis, chacun en sa place, la rame bat le flot qui blanchit sous les coups. Je ramenais ma flotte aux eaux de l'Égyptose, qui nous viennent des dieux. J'y mouillais et j'y fis ma fête d'hécatombe pour calmer le courroux des dieux toujours vivants. Je fis dresser un tertre en l'honneur de mon frère pour garder l'éternel souvenir de sa gloire. Puis, ses devoirs remplis, je partis et le vent que les dieux me donnèrent me ramena tout droit à la terre natale. Maintenant tu vas rester en mon manoir 12 jours, alors je prendrai soin de te remettre en route avec de beaux cadeaux. Je t'offre 3 chevaux, un char au bois luisant, et je veux te donner ma coupe la plus belle, pour qu'en faisant aux dieux immortels ton offrande, le restant de tes jours, de moi tu te souviennes. Posément, Télémaque le regarda et dit « Atride, il ne faut pas me garder si longtemps. À rester près de toi, l'année me serait brève, sans qu'il me prît regret de mon toit ni des miens. Tes récits, tous tes mots me font à les entendre un terrible plaisir. Mais j'ai mes gens là-bas, dans la bonne Pylos. Ils trouvent le temps long cependant que chez toi tu voudrais me garder. En cadeau, si tu veux, j'accepte le bijou, mais ne puis emmener des chevaux en Ithaque. C'est un luxe qu'ici j'aime mieux te laisser. Car ton royaume à toi est une vaste plaine qui porte en abondance le trèfle, le souchet, l'épeautre, le froment et la grande orge blanche. Ithaque est sans prairie, sans place où courir, ce n'est qu'une île à chèvres. Pourtant, je l'aime mieux que vos prés d'élevage. Dans nos îles, tu sais, nous n'avons ni prairie ni piste à chevaux, ce ne sont que talus de mer et mon Ithaque encore plus que les autres. Il disait, mais le bon crieur de Ménélas, se prenant à sourire, le flattait de la main et lui disait tout droit « Ton beau sang, mon cher fils, se montre en tes paroles. Va, je te changerai mes cadeaux, j'ai de quoi. De tous les objets d'art qui sont en mon manoir, je m'en vais te donner le plus beau, le plus rare. Oui, je veux te donner un cratère forgé, dont la panse est d'argent, les lèvres de vermeil. C'est l'œuvre d'Héphaïstos. Il me vient de Sidon, du seigneur Phaédimos, ce roi qui m'abrita dans sa propre demeure quand je rentrais ici. Je veux qu'il t'appartienne. » L'embuscade des prétendants. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, les convives, rentrant chez le divin Atride, amenaient des moutons, apportaient de ce vin qui vous fait un cœur d'homme ou du pain qu'envoyaient leurs femmes au beau voile. Or, comme ils préparaient au manoir le dîner, les prétendants, devant la grande salle du lys, se jouaient à lancer disques et javelots sur la dure esplanade, théâtre coutumier de leur morgue insolente. Antinos s'était assis près d'Eurymaque au visage de Dieu. Ils étaient les 2 chefs que mettaient hors de pair leur valeur éminente. Mais Noémon survint, le fils de Phronios, qui, s'approchant d'Antinos, lui demanda « Antinos, a-t-on oui ou non quelque idée du jour où Télémaque doit revenir ici de la Pylos des sables? Il a pris mon vaisseau et j'en aurais besoin pour passer en Élide. J'ai là-bas dans la plaine 12 mères juments et leurs mulets sous elles, en âge de travail. Mais il faut les dresser. Je voudrais en aller prendre un pour le dressage. » Les autres, à ces mots, restèrent étonnés. Jamais ils n'avaient cru Télémaque en voyage. Il serait à Pylos, la ville de Nélée. Ils le croyaient dans l'île aux champs, près des troupeaux ou l'hôte du porcher. Antinos, le fils de Pythès, s'écria. « Dis-moi la vérité, quand donc est-il parti? Avec quel équipage? Est-ce des jeunes gens recrutés dans Ithaque? Ou de ces gens à lui et de ses tenanciers? Il en aurait le nombre. Dis-moi tout net encore, j'ai besoin de savoir. Est-ce lui qui, à force, a pris ton noir vaisseau, ou de bon gré l'as-tu prêté sur sa demande? » Le fils de Phronios, Noémon, repartit. « C'est moi qui l'ai donné de moi-même. Que faire quand quelqu'un de son rang, en une telle angoisse, vient s'adresser à vous? Il était malaisé de refuser le prêt. Quant à ces jeunes gens, c'est vraiment après nous l'élite de ce peuple. J'ai vu qu'il emmenait pour commander à bord Mentor, ou l'un des dieux qui lui ressemble en tout. Mais voici qui m'étonne.
Hier, au point du jour, j'ai revu le divin mentor en notre ville, alors que, vers Pylos, il s'était embarqué. Sur ces mots, Noémon retourna chez son père. Mais, cédant à l'humeur de leurs cœurs emportés, les deux autres faisaient asseoir les prétendants, tous jeux interrompus. Antinos, le fils de Pythès, leur parla. Le chagrin, la colère emplissaient jusqu'au bord son esprit noyé d'ombre, et ses yeux ressemblaient à un feu pétillant. Ah, misère, il est donc accompli ce voyage. Quel exploit d'insolence! Nous l'avions défendu pourtant à Télémaque. Nombreux comme nous sommes, l'enfant à lui tout seul nous fausse compagnie, met son navire à flot et lève le meilleur équipage en ce peuple. Il va nous en venir du mal, et sans tarder, ou plaise à Zeus de lui rabattre avant qu'il soit de taille sa vigueur. Mais allons, donnez-moi un croiseur et 20 hommes, que j'aille me poster pour guetter son retour dans la passe entre Ithaque et la Samée des Roches, puisqu'il veut naviguer pour l'amour de son père, qu'il en paie le plaisir. Il dit, tous d'applaudir et de ratifier, puis, se levant en hâte, on rentra chez Ulysse. Ce fut presque aussitôt que Pénélope apprit les desseins qu'ils roulaient au gouffre de leur cœur, car le héros Médon s'en vint la prévenir. Il savait leur projet, se trouvant justement en dehors de la cour, lorsque, à l'intérieur, ils ourdissaient l'affaire. À travers le manoir, il s'en vint apporter la nouvelle à la reine. Comme il passait le seuil, Pénélope lui dit « Héros, pourquoi viens-tu ? Les nobles prétendants t'envoient-ils dire aux femmes de mon divin Ulysse de quitter leurs travaux, d'apprêter le festin ? Sans plus me courtiser ni tramer autre chose, que n'ont-ils en ce jour le dernier des derniers de leur repas chez nous ? Chaque jour rassemblés, en mangez-vous assez de vivres en pillant mon sage Télémaque. Vos pères, autrefois, quand vous étiez petits, ne vous ont donc pas dit ce que, pour vos parents, Ulysse avait été, ne faisant jamais rien, ne disant jamais rien pour abuser du peuple, comme c'est la façon des rois de sang divin qui persécutent l'un et favorisent l'autre, ce n'est pas lui jamais qui fit tort à personne. Mais votre cœur part à ces actes indignes, et la mode n'est plus de rendre les bienfaits. Posément, le héros Médon lui répondit « Reine, si c'était là le plus grand de nos maux, mais voici bien plus grand et plus cruel encore, les prétendants méditent. Ah, que Zeus les arrête de tuer Télémaque à la pointe du bronze avant qu'il rentre ici, car il s'en est allé s'informer de son père vers la bonne Pylos et Sparte la divine. Il disait, et, genoux et cœur brisés, la reine resta là sans pouvoir proférer un seul mot. Ses yeux s'étaient emplis de larmes et sa voix si claire défaillait. Retrouvant la parole, elle lui répondit, « Héros, dis-moi, pourquoi mon fils est-il parti ? Quel besoin le poussait vers ces vaisseaux rapides, ces chevaux de la mer que prennent les guerriers pour courir sur les eaux? Veut-il donc que de lui tout, jusqu'au nom périsse ?» Posément, le héros Médon lui répondit, « Je ne sais, quel dieu l'aura-t-il entraîné, ou n'aura-t-il cédé qu'à l'élan de son cœur? Mais il est à Pylos, il voulait s'enquérir du retour de son père, du sort qu'il a subi. » À ces mots, il revint à travers le manoir. Mais le cœur assombré et dévoré d'angoisse, la reine ne pouvait demeurer sur les sièges dont la chambre était pleine, tandis que, sur le seuil, elle venait s'asseoir pour crier sa détresse au milieu de ce luxe. Ces femmes l'entouraient de leurs gémissements, les jeunes et les vieilles, dans toute la maison. Pénélope, à travers ses sanglots, leur disait « Mes filles, écoutez, le maître de l'Olympe envoya plus de mots qu'à toutes les mortelles que le sort a fait naître et grandir avec moi. J'ai commencé par perdre un époux de vaillance, que son cœur de lion et ses 1000 vertus avaient fait 100 rivales parmi les Danaens, le héros dont la gloire court à travers les Lades et plane sur Argos. Et voici maintenant le fils de mon amour que, de chez moi, sans gloire, emporte les rafales. Quand il s'est échappé, vous ne m'avez rien dit. Quoi ? Pas une de vous. Et vous saviez pourtant. Pas une, malheureuse. Pour prendre sur son cœur de me tirer du lit quand mon enfant partait à bord du noir croiseur. Ah, si j'avais appris qu'il rêva ce voyage, contre tout son désir, il serait demeuré, ou c'est morte qu'il m'eût laissé en ce manoir. Mais qu'un servant coureur aille quérir le vieux Dolios que mon père,
lorsque je vins ici, ami à mon service. Il soigne maintenant les arbres de mon clos. Je veux qu'en toute hâte, il aille chez Laërte pour tout lui raconter. Peut-être le vieillard verra-t-il un moyen de quitter sa retraite et d'émouvoir ces gens qui veulent supprimer sa race dans le fils de son divine Ulysse. Mais la bonne nourrice Euryclée intervint. Sous les reins sans pitié, tue-moi, ou chasse-moi du manoir, chère fille. Mais je dois l'avouer, j'ai su toute l'affaire. C'est moi qui, sur son ordre, ai fourni la farine et du vin le plus doux. Il avait exigé de moi le grand serment de ne pas t'en parler avant les 12 jours, à moins que, le cherchant, tu n'apprisses sa fuite et que pour le pleurer, on ne te vit déjà lacérer ses beaux traits. Va, baigne ton visage, prends des habits sans tache et, regagnant l'étage avec tes chambrières, prie la fille du Zeus à l'égide, Athéna. C'est elle encore qui doit le sauver du trépas. Mais pourquoi redoubler les tourments du vieillard? Crois-moi, les bienheureux n'ont jamais eu en haine le sang d'Archésios, et sa race vivra pour tenir à jamais cette haute maison et ses gras alentours. Elle dit et calma les tourments de la reine. Ayant séché ses pleurs et baigné son visage, Pénélope, vêtue d'une robe sans tache, regagna son étage avec ses chambrières et remplit sa corbeille des orges de l'offrande pour prier Athéna. Fille du Zeus qui tient l'égide, Atritonée, exauce ma prière. Ah, si dans ce manoir Ulysse l'a visée, t'as jamais fait brûler la graisse et les cuisseaux d'un bœuf ou d'un mouton. L'heure est enfin venue pour moi, qu'il t'en souvienne. Ah, sauve-moi, mon fils, des jougs, des prétendants, la criminelle audace. Elle dit et poussa les clameurs rituelles. La déesse entendit son imprécation. Les prétendants criaient dans l'ombre de la salle. Un de ces jeunes fas s'en allait répétant « Pour le coup, c'est l'hymen que la plus courtisée des reines nous apprête, sans savoir que la mort est déjà sur son fils. » Ainsi parlaient ces gens sans comprendre l'affaire. Alors Antinos prit la parole et dit « Pauvres amis, voilà de folles fanteries, dont ici ne devrait user aucun de nous. Craignez que là-dedans on aille les lui dire. Silence, et levons-nous pour remplir le dessein que tous, en votre cœur, vous avez approuvé. » À ces mots, il choisit 20 hommes des plus braves, descendit au croiseur sur la grève de mer et le fit tout d'abord tirer en eau profonde. Puis, dans la coque noire, on chargea mât et voile aux estropes de cuir. On attacha les rames tout le long du bordage et, les voiles hissés, les servants empressés apportaient les agrès. Et l'on s'en fut mouillé en rade et débarqué sous le cap de l'aval pour prendre le repas en attendant le soir. Mais Pénélope, à son étage, se couchait sans boire ni manger, ne sentant plus la faim. La plus sage des femmes ne songeait qu'à son fils. Fuirait-il le trépas, ce fils irréprochable? Tomberait-il sous ces bandits de prétendants? Quand un gros de chasseurs accule le lion au cercle de la mort, la bête n'a pas plus d'angoisse et de crainte que n'en avait la reine, quand sur ses yeux tomba le plus doux des sommeils. Les membres détendus, la tête renversée, Pénélope dormait. La déesse aux yeux pères eut alors son dessein. Elle fit un fantôme et lui donna les traits d'Iphtimée, l'autre fille du magnanime Icare, la femme de Mélos qui résidait à Phérès. Athéna l'envoya chez le divin Ulysse pour calmer les soupirs, les sanglots et les pleurs de cette triste et gémissante Pénélope. Dans la chambre, il entra par la courroie de bar et, debout au chevet de la reine, lui dit « Pénélope, tu dors, mais le cœur ravagé. Sache bien que les dieux, dont la vie n'est que joie, ne veulent plus entendre tes pleurs et tes sanglots. Ton fils doit revenir, car jamais envers eux il n'a commis de faute. » Au plus doux du sommeil, à la porte des songes, la plus sage des femmes, Pénélope reprit. « Pourquoi viens-tu, ma sœur? Tu n'as pas l'habitude de fréquenter ici. Ta demeure est si loin. Tu me dis d'oublier les maux et les alarmes qui viennent harceler mon esprit et mon cœur. J'ai commencé par perdre un époux de faïence, que son cœur de lion et ses 1000 vertus avaient fait sans rival parmi les Danaens, le héros.
dont la gloire court à travers les lades et plane sur Argos. Et maintenant voici qu'au creux de son vaisseau, le fils de mon amour s'en va, pauvre petit. Que sait-il des dangers? Que sait-il des affaires? Pour lui, plus que pour l'autre encore, je me désole. Je tremble pour ces jours, je redoute un malheur, que ce soit au pays où il voulut se rendre, ou que ce soit en mer. Il a tant d'ennemis qui conspirent sa perdre et veulent le tuer avant qu'il ait revu le pays de ses pères. Mais le fantôme obscur prit la parole et dit: du courage, ton cœur doit bannir toute crainte. Il a, pour le conduire, un guide que voudraient à leur côté bien d'autres, car ce guide est puissant. C'est Pallas Athéna. Elle a pris en pitié ton angoisse, c'est elle qui m'envoie t'avertir. La plus sage des femmes, Pénélope, reprit: si ton être est divin, ton message, allons. De l'autre aussi, conte-moi les misères. Vit-il encore? Voit-il la clarté du soleil? Est-il mort et déjà aux maisons de l'Hadès? Mais le fantôme obscur, reprenant la parole: de lui, je ne saurais te parler clairement. Est-il mort ou vivant? Pourquoi parler à vide? Il dit, et se glissant tout le long de la barre, il traversa la porte, disparut dans les airs, et la fille d'Icare, arrachée au sommeil, sentit son cœur renaître. Si clair était le songe qu'elle avait vu surgir au profond de la nuit. Remontés à leur bord, les prétendants voguaient sur la route des ondes, et déjà, dans leur cœur, ils voyaient Télémaque accablé de leurs coups. Il est en pleine mer, dans la passe entre Ithaque et la Samée des roches, un îlot de rochers, la petite Astéris, devant les ports jumeaux avec leur bon mouillage. C'est là que, pour guetter leur homme, ils s'embusquèrent. Et je vais arrêter cette lecture ici. Voilà. Nous saurons la suite bientôt. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà. Merci. Prenez bien soin de vous surtout. Et faites de beaux rêves. Dormez bien. Voilà. Merci.